Et si la discipline, ce n'était pas du tout une prison? Si au contraire, c'était la clé de notre liberté. C'est ce paradoxe assez fascinant qu'on va creuser ensemble. On va voir que loin d'être juste une contrainte, la discipline personnelle, c'est en fait un outil hyper puissant pour se libérer de ses propres limites et reprendre les rênes de sa vie. Allez, soyons honnêtes un instant. Qui ne s'est jamais posé cette question? Cette petite voix qui nous dit « Imagine un peu tout ce que j'aurais pu faire si seulement je n'avais pas eu la flemme, si j'avais arrêté de tout remettre au lendemain. » C'est un sentiment que tout le monde connaît, non? Ce petit regret pour le temps perdu. C'est exactement de là que part notre réflexion aujourd'hui. Et c'est là qu'on doit complètement retourner notre façon de penser. On a cette image de la discipline comme d'une sorte de cage, une restriction. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est le manque de discipline qui nous rend esclaves de nos humeurs, de nos impulsions. La vraie liberté, c'est justement d'avoir le contrôle, de pouvoir agir en accord avec ses objectifs, peu importe si on est motivé ou pas ce matin-là. Alors, concrètement, la discipline personnelle, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité de se pousser à faire quelque chose pour obtenir un résultat. Et le point crucial, c'est peu importe son humeur, peu importe les circonstances, et même si la motivation n'est pas au rendez-vous. C'est un peu le moteur qui fait passer de « j'aimerais bien » à « je l'ai fait ». Ok, alors par où on commence? Surprise, la première étape, ce n'est pas de se jeter dans l'action tête baissée. Non, c'est d'abord l'introspection. Il faut se connaître soi-même. C'est vraiment la base, le socle sur lequel on va pouvoir construire tout le reste. C'est la préparation mentale, et c'est absolument crucial. Ce chemin, il ne se fait pas au hasard. C'est un processus bien structuré, en 4 temps. D'abord, on fait une analyse de soi. Ensuite, on évalue son niveau actuel sans se voiler la face. Troisième étape, on définit ses vrais objectifs, ceux qui nous tiennent vraiment à cœur. Et enfin, la dernière étape, on prend un engagement ferme, c'est la feuille de route. Et là, il y a un conseil qui peut paraître tout bête mais qui est hyper important. Cette analyse, il faut la faire sur papier. Oui, prendre un stylo et une feuille. Pourquoi? Parce que le fait de noter ses buts, ses rêves, ça transforme des idées un peu floues en objectifs bien concrets, noir sur blanc. C'est un premier engagement hyper fort envers soi-même. Pour évaluer où on en est, on peut se poser quelques questions très simples. Par exemple, est-ce que l'ordre règne sur le bureau en ce moment? Est-ce qu'on tient les promesses qu'on fait? On fait du sport à quelle fréquence? Pourrait-on tenir un mois sans télé ou sans réseaux sociaux? A-t-on des dettes? L'idée, ce n'est pas de se juger, mais juste d'avoir un point de départ honnête. Bon, une fois que cette préparation mentale est faite, on passe à l'étape suivante, comment forger la volonté et la motivation. Parce que, et c'est le point clé ici, la volonté, ce n'est pas un truc inné, un don du ciel. Non, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille, ça se renforce. Il y a une phrase qui résume parfaitement ça. Ce ne sont pas les émotions qui mènent au résultat, mais seulement les actions. C'est tellement vrai. L'enthousiasme, c'est super, mais ça vient. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont les actions qu'on pose jour après jour, même les jours où on n'a pas envie. Le résultat, il vient de la constance, pas de l'humeur. L'analogie à retenir, c'est celle du muscle. La volonté, c'est exactement comme un muscle. On ne devient pas super fort en soulevant une charge énorme une seule fois, non. On le devient en s'entraînant régulièrement, avec des petits efforts, constants, chaque jour. C'est pareil pour la volonté. Pas besoin de faire des trucs héroïques, juste des petits efforts quotidiens qui, mis bout à bout, construisent une volonté de faire. Et voici une petite stratégie efficace. Il faut se couper toute voie de retraite. Comment? En annonçant publiquement ses intentions à ses amis, à ses collègues, ou en trouvant un mentor qui va suivre nos progrès. En fait, on crée une sorte de pression sociale positive. Quand on sait que les autres nous regardent, c'est beaucoup plus difficile de lâcher l'affaire. Ok, donc on entraîne notre volonté, c'est bien. Mais maintenant, il faut la canaliser, la diriger intelligemment. C'est là qu'intervient l'art de la planification. Une bonne stratégie, de bonnes habitudes, ça agit comme un véritable multiplicateur de force. Un exemple tout simple, le rituel du matin. Ça donne vraiment le ton pour toute la journée. Ça peut être des choses très basiques, boire un verre d'eau en se levant, faire quelques exercices, prendre une douche. L'idée, c'est que chaque petite action est une victoire sur l'inertie. Ça lance une dynamique positive et ça entraîne notre muscle de la volonté dès le réveil. Attention à un piège très courant. La confusion entre ce qui est urgent et ce qui est important. On passe son temps à répondre aux mails, aux appels, on a l'impression d'être super productif, mais à la fin de la journée, est-ce qu'on a vraiment avancé sur les projets de fond? Souvent non. La vraie discipline, c'est de savoir mettre la priorité sur l'important. Pour ça, il faut planifier des blocs de travail, sans aucune interruption. Ça veut dire, on éteint le téléphone, on ferme sa boîte mail, on coupe les notifications, on élimine toutes les sources de distraction possibles. C'est une discipline en soi, de protéger activement sa concentration. C'est créer des bulles de temps où on peut vraiment avancer. Bon, tout ça, ça a l'air super sur le papier.
Mais on sait très bien que dans la vraie vie, le chemin n'est jamais une ligne droite. On va trébucher, c'est inévitable, alors il faut absolument parler de ça. Comment on surmonte l'échec? C'est ce qui rend tout ça réaliste et humain, tout simplement. La question, elle est simple. Mais qu'est-ce qui se passe quand, inévitablement, on échoue? Quand on perd la motivation? Parce que ça va arriver. Et c'est la façon dont on réagit dans ces moments-là qui va tout déterminer pour la suite. Alors là, la vision de la paresse qu'on va voir est super intéressante. Et si la paresse, ce n'était pas un défaut de caractère, mais plutôt un mécanisme de défense psychologique, une sorte de bouclier que notre cerveau met en place pour nous éviter de revivre une expérience négative. Rien que de voir les choses comme ça change tout. On arrête de se sentir coupable. Et la cause de cette paresse, bien souvent, ce sont des peurs profondes. Par exemple, la peur de faire une erreur, la peur d'être déçu par le résultat, ou même la peur de perdre sa liberté en s'engageant en quelque chose. Et bien sûr, la peur de la critique des autres. Le simple fait d'identifier la peur qui nous bloque, c'est déjà un pas de géant pour la surmonter. On arrive à la conclusion. Et le message, il est assez direct. Il est temps d'abandonner les faux espoirs. Vous savez, cette petite musique, on se chante parfois, ça va s'arranger tout seul. C'est une illusion confortable, mais c'est une illusion. La réalité, c'est que les choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Au final, tout se résume à ça. Arrêtez d'espérer, commencez à agir. La transformation, elle ne vient pas de l'attente, elle vient de l'action. Le grand voyage vers la maîtrise de soi ne commence pas par un saut spectaculaire. Non, il commence par un tout petit pas, un seul, mais un pas qui est fait aujourd'hui.